Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes au cœur du pavillon de la francophonie organisé dans le cadre du 18e sommet de l'institution qui se tient ici à Djerba en Tunisie. Et la thématique justement de cette année, c'est la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Et nous allons dans cette session parler justement de l'enseignement numérique. Les universités ont très vite compris la nécessité de s'adapter à un nouveau public habitué à la flexibilité, habitué à la connectivité et à la rapidité d'accès à l'information qui lui permettent les technologies dont ils se servent au quotidien. Eh bien, nous allons en parler notamment aux côtés de nos invités du jour, notamment Lahasad Mesghani, c'est le directeur de l'IFIC, l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et de la formation à distance. Bienvenue, merci d'être avec nous. Autre invité à nos côtés, le docteur Mejdi Agari. Il est docteur en sciences de l'éducation et de la formation, responsable principal de projet à l'AUF. L'AUF, c'est l'agence universitaire de la francophonie dont on va parler bien entendu aujourd'hui. C'est une institution très importante qui regroupe plus de 1000 universités, des grandes écoles, un réseau universitaire, des centres de recherche également scientifiques, et elle regroupe plus de 119 pays. Et je vais justement me tourner vers vous, Monsieur Mesghani, pour nous présenter un petit peu cette structure. Que fait concrètement l'AUF pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette institution? Merci. Alors, l'AUF, comme vous l'avez dit, c'est un réseau mondial universitaire. C'est le premier réseau dans le monde en termes de nombre de membres. Il compte plus de 1000 membres provenant de 119 pays. Et il a 150 représentations dans le monde également, dans 60 pays. Donc ça montre l'importance de l'existence de l'AUF au niveau mondial. Ce réseau ou cette institution, elle a une mission bien particulière, c'est d'agir pour une francophonie universitaire et scientifique solidaire, engagée pour le développement avec des projets structurants pour une amélioration toujours concertée de l'enseignement supérieur au niveau mondial. Bien sûr, tout en essayant de promouvoir la langue française. Aujourd'hui, il y a plein de documents sur le site de l'AUF qui décrivent sa stratégie, sa mission, ainsi de suite. Mais je souhaite juste me limiter aux 5 axes stratégiques aujourd'hui de l'AUF. Le premier axe, et ça fait partie de notre rencontre aujourd'hui, c'est la transformation numérique et la gouvernance universitaire. Où est-ce qu'on va avec le numérique? Comment on peut améliorer la gouvernance des institutions universitaires? L'employabilité et l'entrepreneuriat comme deuxième axe stratégique. Troisième axe, le réseautage et la coopération internationale. Et là aussi, il y a un réseautage des établissements universitaires qui sont dans le numérique et en particulier donc les universités virtuelles. Puis quatrième axe, c'est la formation des formateurs et innovation pédagogique qui aussi touche le sujet de notre axe aujourd'hui. Et puis la recherche et la valorisation. Donc vous voyez, tous ces axes stratégiques, au moins 3 parmi les axes, touchent directement la thématique d'aujourd'hui, qui est l'éducation numérique. Justement de cette thématique, Monsieur Mesghani, c'est quoi finalement le numérique éducatif? De quoi parle-t-on concrètement? Alors, pour le numérique éducatif, c'est quoi en fait? C'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement en utilisant le numérique. Ce n'est pas un substitut à l'enseignement. Donc on reste toujours dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage par le numérique. Aujourd'hui, il y a un contexte qui fait que ce numérique s'impose. On n'a plus le choix. Surtout après ce qu'on a vécu à travers la Covid, aujourd'hui, il y a aussi un engouement. Les gens sont plus prêts pour adopter l'utilisation du numérique dans la formation et dans l'apprentissage. Ajoutant à cela, il y a cette question de massification, cette grande demande pour la formation, surtout dans les pays de l'Afrique, par exemple, où il y a un développement très important de la population. Donc, face à cette situation-là, il y a l'aide de la technologie. Comment peut-on utiliser la technologie et le numérique pour se développer et pouvoir répondre à cette demande-là? Lors de la Covid, on était bloqué. Il fallait assurer une continuité pédagogique, le contact avec les étudiants, entre l'enseignant et l'étudiant, pour assurer un minimum
je dirais, de formation. Donc la Covid a fondamentalement modifié l'enseignement numérique. Est-ce qu'il y a eu un avant et après Covid? Certainement, il y a un avant et un après en termes c'est-à-dire de prédisposition de la culture du numérique et de l'acceptation du numérique. Donc ça a facilité les choses. Et on reviendra tout à l'heure peut-être pour parler de certains chiffres. Alors, aujourd'hui, les établissements universitaires sont plus conscients que l'investissement dans l'infrastructure technologique pour l'enseignement et l'utilisation du numérique dans la formation est plus important. Donc il y a une prise de conscience à ce niveau-là. La culture également s'est développée. Et surtout, donc aujourd'hui, si on devrait plus travailler sur ça, c'est axer davantage la question de la sensibilisation des décideurs, des apprenants, peut-être moins pour les apprenants jeunes parce qu'ils sont déjà nés connectés, mais aussi des enseignants qui sont là, qui ont des traditions. Ajouter à cela, c'est la formation aussi. La formation de ceux qui vont devoir utiliser le numérique pour la formation, c'est-à-dire les enseignants, les formateurs. Et aussi, il y a un travail d'accompagnement de ces formateurs parce que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Oui, il faut les accompagner pour utiliser la technopédagogie. Donc, des technologies et de la pédagogie ensemble, ça fait de la technopédagogie. Et les nouveaux outils, justement, voilà, qui sont développés à travers cet enseignement numérique. Mehdi Ayari, parlons innovation pédagogique dans ce contexte numérique pour les enseignants, pour les élèves, mais aussi pour les établissements. Ces nouvelles expériences d'apprentissage, eh bien, elles font émerger des nouvelles attentes, des nouvelles pratiques chez ces acteurs. Parlez de ce volet intéressant. Alors, tout à fait, vous avez évoqué la pandémie. Alors, lors de la pandémie, on a eu essentiellement recours à des outils de visioconférence, justement pour garder le contact avec l'apprenant. Mais finalement, le numérique, ça peut être une source d'innovation au niveau de l'enseignement. Innovation pour l'enseignant, je dirais, il y a 3 temps forts, en fait. Le numérique, on peut l'utiliser comme étant un outil pour construire son cours, en fait, pour chercher ce qu'on appelle des ressources éducatives libres d'accès, d'accord? Et donc là, l'enseignant l'utilise pour préparer son cours. Le deuxième temps, c'est lors de l'animation du cours lui-même. C'est-à-dire on peut utiliser le numérique pour créer de l'interactivité directe avec vos apprenants. Et on connaît tous quand même, on est devant une nouvelle génération de jeunes connectés qui ont tendance à être connectés tout le temps. Connectés, mais difficile quand même de rester attentif face à un professeur via un écran. Justement, je voudrais une petite parenthèse par rapport à ça. Comment l'enseignant pourra-t-il garder le contact et surtout la concentration de l'apprenant? Le troisième temps, je reviens à l'enseignant, justement le troisième temps, c'est le suivi de l'apprentissage même après le cours en présentiel. Donc, l'enseignant, il pourra garder le contact et garder une certaine interactivité avec l'apprenant, même après avoir donné son cours. Et donc là, ça crée, je dirais, ça crée des liens à distance. En fait, nos enfants, ils sont là sur les différentes plateformes, et donc on profitera de cet engouement pour créer ce lien. Alors, l'innovation aussi, on la trouve du côté de l'apprenant. Parce que finalement, lorsqu'on parle beaucoup de numérique, mais il n'y a pas uniquement les outils. Le numérique permet à l'apprenant de posséder de nouvelles compétences. Lorsque j'utilise le numérique en tant qu'apprenant pour collaborer avec mes collègues, là, c'est le travail en équipe. Donc, c'est une nouvelle compétence. Lorsque aussi j'essaie de chercher de l'information sur Internet, là, c'est l'autonomie et comment vérifier la validité d'une telle information. Donc là, je dirais, les niveaux d'innovation se trouvent à plusieurs échelles. Arrêtons-nous juste un instant sur le point de vue des enseignants. Est-ce qu'ils sont formés? Tout à l'heure, M. Mesgani parlait un petit peu de ce volet de formation. S'ils sont formés, comment le sont-ils? Alors, moi, je dirais qu'il y a 2 niveaux de formation. Alors, il y a la formation initiale des enseignants, et là, je dirais même qu'il y a un travail à faire sur les cursus de formation des enseignants. On les forme sur la pédagogie ou les modèles pédagogiques, mais c'est important aussi de les former à l'usage du numérique dans leur pratique d'enseignement. Alors après aussi, il y a tout un travail de formation continue à privilégier, et les différents opérateurs de la francophonie sont très impliqués. Donc là, il y a le projet IFADEM, c'est une initiative francophone de formation à distance des maîtres. C'est une formation qui a été, ou c'est un projet plutôt qui a été mené entre l'AUF, l'OIF et l'AFD. Et jusqu'à maintenant, 65 000 enseignants ont bénéficié de ces formations-là, et on a réussi à toucher plus que 3 millions d'apprenants
au sein de l'Afrique francophone et à Haïti aussi. Donc je dirais ici quand même la composante formation aussi, c'est une composante clé pour avoir un usage adéquat du numérique dans la formation et l'enseignement. Vous allez nous donner des exemples concrets d'innovation. Peut-être qu'on va juste laisser rejoindre Madame Lilia Cheniti, qui est en ligne avec nous normalement depuis Sousse en Tunisie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Merci d'être avec nous. Alors, Lilia Cheniti est maître de conférence en informatique et coordinatrice de la cellule innovation pédagogique et numérique à l'université de Sousse, et elle est également membre au conseil scientifique de l'AUF dont on parle. Soyez la bienvenue. Merci de nous rejoindre. On parle justement de cette question de l'enseignement numérique et vous avez une excellente expertise terrain à ce sujet. Et on parlait justement à l'instant de ce volet de la formation avec les enseignants. Faut-il s'interroger d'ailleurs plus en profondeur sur les évolutions du rôle de l'enseignant qui s'est vu proposer d'être plus actif dans l'accompagnement de ses élèves? Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir associé à cette table ronde. J'espère que vous m'entendez très bien. On vous entend très bien. Très bien, merci beaucoup. En fait, je voudrais revenir à la manière avec laquelle le numérique éducatif a impacté, en quelque sorte, les structures académiques. En fait, si on regarde l'évolution du numérique éducatif, on peut constater que nous sommes passés de l'apprentissage social vers l'apprentissage mobile, vers l'apprentissage pervasif, et particulièrement dans le contexte de pandémie. En fait, nous avons constaté que nous sommes passés pratiquement par trois phases. Par une première phase où le numérique a servi pour la continuité pédagogique. Ensuite, dans une deuxième phase où il y a eu une certaine expérimentation et certaines réflexions sur l'usage du numérique dans des scénarios pédagogiques au niveau de différentes disciplines. Et la troisième phase a été pratiquement dans une réflexion sur la transformation réellement de ces pratiques. Je rejoins ce que vient de dire Dr Majdi par rapport à la manière avec laquelle le numérique pourrait vraiment servir l'innovation. Nous avons réellement vécu cela au niveau de mon établissement, au niveau de mon université, mais aussi également dans les régions de l'AUF et dans certains projets qui ont impliqué différents collègues des régions de l'AUF. Le numérique pourrait être considéré justement comme une locomotive, en quelque sorte, pour l'innovation pédagogique, étant donné qu'on aura la possibilité de proposer des scénarios pédagogiques innovants qui utiliseraient le numérique. Je citerai par exemple des scénarios hybrides ou des scénarios de classe inversée qui sont maintenant facilement implémentables. Par ailleurs, je voudrais également attirer votre attention sur un problème que nous avons vécu pendant la pandémie, particulièrement en Tunisie, c'est le problème de ressources pédagogiques. Il y a un manque de ressources pédagogiques numériques a été constaté par plusieurs collègues. Et je pense qu'à ce stade, le numérique pourrait jouer un rôle en particulier pour renforcer l'ouverture de l'université et se baser principalement sur des scénarios pédagogiques ouverts qui utiliseraient les ressources éducatives libres et qui permettraient justement de donner accès à différentes ressources numériques et de pouvoir les utiliser et les intégrer dans différents scénarios pédagogiques. Merci. Oui, alors terminer en quelques instants, comme ça je fais rebondir M. Mesghani sur cette question du manque de ressources pédagogiques, parce qu'il y a d'autres aspects que l'on doit aborder sur les difficultés de cet enseignement numérique. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, pardon. Alors, je vous laisse terminer juste en quelques points l'évolution de cet enseignement numérique et je fais réagir M. Mesghani. Oui, merci beaucoup. Juste une toute petite idée, c'est que par rapport au numérique, nous avons aussi constaté que l'accessibilité aux ressources est également améliorée. Je pense aux apprenants à besoins spécifiques. Avec le numérique, ils ont la possibilité d'accéder à différentes ressources, de pouvoir adapter ces ressources et personnaliser ces ressources dans différents parcours académiques. Voilà.
Je vous remercie. Mais on vous en prie, je vous en prie, restez avec nous, Lilia Cheniti. Monsieur Mesghani, Lilia a soulevé quelque chose d'important au niveau quand même des craintes et des obstacles rencontrés dans cet enseignement dit numérique. On a par exemple la capacité des universités à proposer des solutions pour faciliter la pédagogie à distance, mais il a fallu faire évoluer les infrastructures de ces universités pour permettre la connexion simultanée. Vous parliez tout à l'heure de cette nouvelle échelle. Et il y a beaucoup plus d'élèves à connecter de façon simultanée avec l'aide de différents services. Comment s'organisent les établissements scolaires? Alors, pour les établissements, il y a 3 niveaux, je dirais, d'organisation pour assurer cette formation en ligne ou à distance ou numérique tout court. Un, on peut imaginer les étudiants qui sont déjà présents, comment ils utilisent le numérique pendant les séances de cours. Ça, c'est un. Donc, c'est du présentiel où ils utilisent déjà du numérique pour des logiciels de simulation ou autres. Il y a aussi la possibilité qu'ils soient chez eux et suivent certains cours, que ce soit en même temps ou bien en différé. Et là aussi, c'est une autre configuration. Et là, ils peuvent avoir par la suite des séances de présentiel. Donc, c'est en blended. Et puis, il y a la troisième, il a poussé donc, des solutions, c'est vraiment l'enseignement à distance total, où il n'y a pas de présentiel, donc c'est que du distanciel. Et pour chaque configuration, donc, les moyens peuvent différer. Et les outils qu'on utilise peuvent différer. Et donc, ici, aujourd'hui, les établissements sont amenés à investir plus dans l'infrastructure pour assurer que cette diffusion et ce partage et donc d'informations et de formation aux étudiants, mais du côté de l'étudiant aussi. Et pour cela, il y a des tendances à ce qu'il y a des salles qui sont équipées pour des petits groupes où l'étudiant peut venir à n'importe quel moment et suivre ses cours s'il n'a pas de connexion chez lui. Si l'étudiant a une connexion chez lui, donc il peut suivre la formation à partir de chez lui. Mais est-ce que tous les établissements sont logés à la même enseigne? Est-ce que tout l'espace francophone a été logé à la même enseigne quand on sait qu'il y a quand même cette question de tout le monde n'est pas égaux face à l'accès au numérique. En fait, c'est la question aussi principale de cette éducation que l'on veut, pas tout numérique, mais que l'on veut numérique. Comment résoudre les problèmes d'accès technique et économique? Après, je vous laisserai réagir. Alors là, c'est la question de la mutualisation des ressources. Et c'est ce que essaie de faire l'AUF à travers l'Institut LIFIC, par exemple, pour internationaliser certaines formations. C'est-à-dire, ce sont des établissements francophones, que ce soit en France ou en Afrique, qui ont des formations, ce qu'on appelle les FOD, les formations ouvertes à distance, qui sont offertes à des étudiants qui sont chez eux, dans leur pays, et qui ont accès à cette formation moyennant des connexions qui sont retrouvées dans les campus numériques francophones de l'AUF. Donc l'AUF a, à travers son réseau, ses implantations, facilité l'accès, par exemple, à ses étudiants. Pourquoi ne pas imaginer des systèmes similaires dans chaque pays, où chaque pays donc, peut faciliter l'accès aux étudiants dans à leur pays, coût. à moindre coût, mais en mutualisant les ressources. Et là, c'est possible parce que les technologies, une fois installées, après, c'est une question d'utilisation. Oui. Donc, ce n'est pas comme construire des amphis ou des salles pour des capacités. Donc, c'est là aussi, ça a été dit par l'un des ministres lors du sommet de la francophonie scientifique au Caire, il y a quelques semaines. Cette question du coût. Et on continue à construire des amphis qui coûtent très cher, alors qu'on peut, avec ces moyens-là, investir dans l'infrastructure technologique pour faciliter l'accès aux étudiants. Un très intéressant point. Comment, Monsieur Ayari, cette question du coût économique et technique, vous l'intégrez lorsque vous créez de nouveaux outils pour cet enseignement numérique? Alors, il faut bien savoir maintenant qu'il y a plusieurs types de solutions, je dirais, numériques. Alors, on peut faire de l'enseignement à distance. On parle beaucoup des MOOC, par exemple. C'est de ça dont on parle. Justement. Alors, on peut faire de l'enseignement à distance tout en utilisant des plateformes à l'échelle nationale pour réduire le coût de connexion à l'international. À un certain moment, on faisait aussi de l'apprentissage mobile via les téléphones portables qui sont très répandus dans nos différents pays. Et donc, je dirais, actuellement, la technologie nous permet aussi de réduire le coût. Et donc ça, c'est un élément clé. Donc, alors, après aussi, il faut savoir exploiter la technologie pour répondre à une demande massive en termes d'apprentissage, mais aussi pour développer des dispositifs
personnalisé et adapté aux besoins spécifiques. Donc vous voyez donc les deux côtés de la chose, donc la massification et aussi les parcours individualisés. Alors je vous donnerai un exemple qu'on a travaillé donc lors de la pandémie. Alors on a l'AUF et en partenariat avec l'université de Jean Douba en Tunisie, on a développé un MOOC sur l'apprentissage de la langue française, le DELF et le DALF en fait. Et le MOOC, lorsqu'on a lancé au départ, on s'est dit quand même on va l'ouvrir à l'échelle de la région Afrique du Nord. Mais on s'est retrouvé avec 10 000 apprenants, essentiellement de l'Amérique latine, qui sont intéressés par l'apprentissage, donc l'apprentissage de la langue française. Et on a beaucoup apprécié la réaction de nos apprenants en disant bien que les instances où je dirais donc la francophonie n'est pas physiquement présente dans leur pays, mais grâce à l'enseignement à distance, elle a créé des liens, bien qu'elle soit virtuelle, mais ça a permis d'avoir des échanges entre les apprenants des différents pays. Et donc, c'est une source enrichissante d'échanges et surtout de présence de la francophonie à l'échelle internationale dans des régions où on n'est pas physiquement présent. Très intéressant, ça soulève la question de dépasser ce local content. Finalement, l'Université de Carthage peut donner accès à ses cours à tous les étudiants du monde entier, Monsieur Mesghani. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un principe, c'est le partage de la connaissance sans frontières. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en tant qu'établissement, je peux partager les cours que j'ai avec n'importe quel étudiant dans le monde. Je peux inscrire des étudiants qui sont chez eux et leur délivrer un diplôme. Et pour délivrer ces cours, je peux mobiliser aussi des ressources et des compétences des enseignants qui sont dans d'autres pays aussi pour délivrer le cours qui est chez moi à l'université. Il n'y a plus de frontières, donc finalement. il n'y a plus de frontières, c'est ça. On va laisser réagir Lilia Cheniti. Vous qui êtes justement maître de conférence, est-ce que vous avez rencontré diverses difficultés d'adaptation pour intégrer ces MOOC, pour intégrer ces nouveaux outils innovants proposés aux étudiants de l'université de Sousse? Oui, bien sûr. Nous avons aussi à Sousse mené une expérimentation de MOOC à l'université il y a quelques années. C'est un projet aussi de l'AUF pour un MOOC en informatique. En fait, les obstacles, je pense, et les difficultés peuvent être reliés aux trois piliers en fait, de l'opération pédagogique, l'université, l'étudiant et l'enseignant. Je pense aux problèmes qui ont été déjà évoqués, le problème d'infrastructure, les problèmes d'accès au numérique, les problèmes de compétences, de manque de compétences en numérique du côté des étudiants, mais aussi du côté des professeurs. Certains collègues l'ont évoqué aussi. Et le besoin d'être accompagnés pour pouvoir transformer leurs pratiques. Et à ce stade, je pense qu'il serait très important de préparer à l'échelle des universités des espaces d'incubation d'innovation pédagogique. Ces espaces pourraient accompagner les enseignants, mais impliquer davantage les étudiants dans la transformation de ces pratiques et dans la scénarisation de nouvelles pratiques pédagogiques. Je citerai un projet que nous avons mené avec certaines universités de la région MENA et avec l'Université de Genève, un projet sur un réseau de Learning Lab et qui nous a permis en fait d'expérimenter des activités pédagogiques innovantes dans différents contextes et de préparer ainsi des espaces d'incubation d'innovation pédagogique dans 4 universités. D'un autre côté, je pense aussi, je reviens à un élément qui a été évoqué, la formation des formateurs. C'est un aspect très important qui va justement remédier à plusieurs problèmes. Par exemple, à l'échelle de l'université, nous avons entamé une formation des nouveaux recrutés autour de l'innovation pédagogique et du numérique, de manière à préparer les jeunes enseignants à adopter, en fait, à utiliser ces technologies éducatives dans leurs enseignements. Mais aussi, nous avons mis en place des certificats d'une année. C'est une formation diplômante que les enseignants pourraient donc suivre et donc recevoir un diplôme à la fin de parcours. Tout cela est très important, mais je soulignerai un point très important, c'est la valorisation des travaux interdisciplinaires. Quand on s'oriente vers le numérique éducatif, la collaboration entre différentes disciplines est très importante et la valorisation de ces travaux, particulièrement en recherche,
est très importante, ce qui permettrait en fait d'encourager davantage des enseignants de différentes disciplines à aller dans le sens de la transformation de leur pratique et à adopter ces nouvelles technologies éducatives. La question de la formation est intéressante, Lilia Cheniti, et ça me fait aussi penser au rôle fondamental de l'enseignant qui change à travers ces outils. Je tiens quand même à faire remarquer qu'il a fallu pallier ce manque d'interaction dont on parlait tout à l'heure en début de session. Cette espèce de monotonie, il a fallu la contrecarrer et essayer de créer cette interactivité. Vous qui êtes professeur, comment vous arrivez à pallier ce détail très important quand même pour les apprenants? Oui. Est-ce que vous avez des retours de vos élèves à ce sujet? J'essaie chaque année, maintenant je vais parler en tant qu'enseignante et pas en tant que coordinatrice de cellules d'innovation, justement, chaque année j'essaie d'innover dans les scénarios pédagogiques que je propose par rapport à mes enseignements, d'intégrer davantage des technologies éducatives et d'interagir et d'accompagner mes apprenants, de les rendre un peu plus impliqués dans les scénarios d'enseignement que je propose. Cette interactivité est facilement déployable à travers les nouveaux environnements d'apprentissage. Nous avons une nouvelle génération qui utilise de plus en plus les technologies pour apprendre, pour voyager, pour collaborer. Et donc, il serait très important justement d'utiliser ces technologies pour l'enseignement. L'interactivité joue un rôle très très important dans les scénarios d'enseignement. On l'imagine bien. Vous souhaitiez réagir? Alors justement, pour compléter ce qui a été dit par Madame Cheniti, je pense qu'il y a une nouvelle compétence clé que chaque apprenant maintenant doit, je dirais, maîtriser. C'est apprendre à apprendre finalement. Donc il faut qu'on arrive à apprendre comment utiliser, c'est-à-dire notre cerveau pour pouvoir apprendre. C'est pour cela qu'il y a une nouvelle discipline qui s'appelle les sciences cognitives, qui est en train d'évoluer grâce au numérique éducatif, justement. Donc, devant la machine, devant cette masse d'informations, comment doit-on réagir et surtout savoir choisir? Et donc, on parle beaucoup d'apprendre à apprendre, pas uniquement pour les jeunes, mais même pour des personnes adultes. Moi, je me dis quand même, ça serait bien de maîtriser cette compétence dès la jeunesse. Bas âge, voilà, le bas âge, justement. Une excellente remarque. Monsieur Mesghani, ça me fait penser finalement à la typologie des apprenants avec cette évolution du numérique. On vous mentionnait à l'instant les personnes un peu plus âgées. Est-ce qu'elle a changé avec toute cette nouvelle technologie qui est intégrée dans l'enseignement? Certainement, il y a toujours des changements et des évolutions, sinon le système normal du cours va s'arrêter. Donc, je pense qu'il y a les jeunes qui sont de plus en plus connectés, donc ils trouvent plus de facilité. Mais les moins jeunes aussi s'adaptent et cherchent à s'adapter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une offre de formation internationale qui est très importante et abondante sur les réseaux Internet. Donc, on peut chercher des vidéos, ainsi de suite. Et il y a des formations qui sont payantes et aussi certifiantes. Donc, on peut toujours aller chercher ce qu'on veut, mais il faut avoir cette capacité, cette compétence d'apprendre seul. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est développé chez les jeunes dans leur apprentissage en utilisant l'éducation numérique. Donc, si on développe ces compétences, après, on peut chercher toujours les compétences qu'on veut développer, les compétences qu'on veut développer, donc à travers des formations, des vidéos, des tutoriels ou autres. Et si on cherche par la suite et on dit « Ah, tiens, j'ai besoin du certificat », là, on va chercher l'organisme qui permet de certifier cette compétence à travers une formation et une évaluation bien précise. Donc, vous voyez, donc cette évolution fait que l'éducation numérique ou la formation et l'apprentissage numérique ne touchent pas une population en particulier, mais ça peut toucher l'ensemble des populations. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs formations qu'on appelle transferts. C'est des formations où les apprenants sont des adultes. Et donc, c'est de la formation continue. Parfois, ce sont des profs universitaires qui vont suivre un master ou une nouvelle formation dans un domaine de la pédagogie numérique et avoir un diplôme à l'international parce qu'il n'est pas offert dans son pays. Alors, justement, la question de l'apprentissage tout au long de la vie. En fait, là, on apprend tout au long de notre parcours professionnel, mais au-delà du parcours professionnel. Et j'y dirais quand même, il faut qu'on soit autonome. Et donc, le fait de dire autonome, ça veut dire qu'il faut
savoir persévérer. Donc, il faut garder cette motivation initiale pour le plaisir de l'apprentissage. Et donc, les outils numériques, justement, nous permettent d'avoir ce qu'on appelle des formations à la carte. J'ai besoin d'une telle compétence et donc je suis motivé pour l'acquérir parce qu'elle a un impact positif sur mon parcours professionnel. L'outil numérique, ça me donne accès à une multitude de ressources et donc ça m'ouvre des horizons donc à l'international. Et donc, il n'y a plus de frontières, justement, grâce au numérique. Lilia Seniti, vous qui êtes maître de conférence, bon, depuis tout à l'heure on parle un peu de EdTech finalement, c'est un peu ça, pour faire progresser la performance pédagogique et pour maintenir cette relation de confiance au sein de l'enseignement supérieur. Selon vous, sur quel chantier faut-il travailler pour justement améliorer toute cette question de l'éducation numérique? Je pense d'abord il faudrait renforcer davantage l'infrastructure et particulièrement s'orienter davantage vers les outils de l'intelligence artificielle au service du numérique. Ces outils vont nous permettre d'adapter, de personnaliser les parcours d'apprentissage aux différents profils d'apprenants. Donc la technologie et les technologies d'intelligence artificielle joueront un rôle très important. J'estime aussi que le numérique jouera un rôle dans la qualité de l'enseignement et le numérique est au cœur du développement durable dans ce sens. À travers le numérique, on pourrait garantir un accès à des ressources pédagogiques de qualité. Et donc, je pense que le renforcement du numérique au sein de nos établissements pour garantir cette qualité d'enseignement, pour assurer cette qualité, pour donner accès à différents programmes, à différentes plateformes, ça permettra justement donc de garantir cette qualité. Merci infiniment. On arrive déjà aux 5 dernières minutes de cette émission. On va essayer de conclure avec vous deux pour parler quand même de cette perspective et ces opportunités offertes grâce à cette éducation numérique. Alors, Lilia a bien parlé quand même de cette importance d'investissement au niveau des infrastructures et surtout sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Que peut-on ajouter de votre point de vue, Monsieur Ayari? Alors, en termes d'infrastructure, certainement, chaque pays a, je dirais, une stratégie nationale, voire même des stratégies maintenant à l'échelle régionale. Mais je dirais quand même, c'est important de valoriser les bonnes expériences. Il y a des enseignants actuellement qui sont en train d'innover. Vous avez un exemple à nous donner qui vous a marqué là? Justement, lorsque l'enseignant essaye au fait de partager ses apprenants par groupe selon leurs besoins, et cela est fait grâce au numérique avec des tests préalables, au fait, tiens, vous faites partie tous de la même classe, mais chacun a des difficultés d'apprentissage, chacun aussi a des besoins différents de l'autre, et donc grâce au numérique, grâce aux algorithmes donc de l'intelligence artificielle, on peut personnaliser. Et surtout, on peut ajouter du numérique dans le présentiel. Mais il faut des moyens pour tout cela. Alors, je dirais, les moyens ils sont de plus en plus accessibles. Parce que lorsqu'on parle de l'accès à la plateforme, l'AUF a certainement, elle le met toujours, des accès à des plateformes. Donc nous essayons de faciliter le rôle de l'enseignant, voire même de nos universités membres, en mettant à leur disposition des moyens, donc à notre niveau. Mais je dirais aussi c'est important d'avoir des bonnes pratiques dans chaque pays, qui s'adaptent au contexte. Moi, en tant qu'enseignant, je mets une expérience qui a réussi, pourquoi pas ne pas la généraliser pour qu'elle soit partageable pour l'ensemble des collègues. On a beaucoup parlé de mutualisation. Tout à fait. Vous avez vraiment la clé. Je vois, donc, en tant qu'enseignant, je suis encouragé par ce partage-là, mais vous aussi, vous aurez donc la chance peut-être de tester à votre niveau et de partager avec vous donc cette expérience. Voilà. Merci infiniment. Alors, Monsieur Mesghani, un mot sur toute cette question d'opportunité qu'il est important de savoir et de répondre peut-être à toutes ces personnes qui nous regardent et qui ont des doutes éventuellement sur cette éducation numérique. Alors, moi j'ai des chiffres pour terminer parce que je pense que ça résume un peu la tendance. L'IFIC gère des formations ouvertes à distance et jusqu'à aujourd'hui, on a 89 formations sur notre catalogue. Ce sont des formations diplômantes internationales proposées par des universités membres, dont la moitié des établissements universitaires français. L'autre moitié, c'est dans 8 autres pays africains. Cette année, on a lancé un appel à projet
pour proposer de nouvelles formations intégrées dans le catalogue. Imaginez combien on a reçu. 87 formations, dont 12 en M1 et M2, donc on peut les compter double, c'est-à-dire une centaine de propositions nouvelles, sachant que depuis des années, nous avons un catalogue qui atteint aujourd'hui 89. Donc plus que le double en une année. C'est qu'il y a des établissements qui prennent conscience de l'importance et de l'opportunité qu'offre le numérique pour internationaliser leur formation. C'est-à-dire, ils ne vont plus chercher à avoir des étudiants internationaux chez eux, les ramener dans le pays. Non, ils vont former des gens qui sont dans leur pays. C'est-à-dire, on va éliminer cette problématique de déplacement, de visa, de mobilité, et tout ce qui va avec. Et aussi, l'opportunité que nous avons aujourd'hui avec l'AUF et avec l'UNHCR, c'est que les étudiants réfugiés qui sont dans des pays où ils sont dans des camps de réfugiés, ils n'ont plus accès à la formation, on leur donne cette opportunité à l'AUF et gratuitement. Et ils accèdent à ces formations internationales, que ce soit délivrées par des établissements en France ou ailleurs, et donc ils s'inscrivent gratuitement, et c'est l'AUF qui prend en charge tous les frais d'inscription. Et donc voilà les opportunités que donne le numérique. Sans le numérique, peut-être ils n'auraient pas eu accès à ces cours. Voilà. Donc l'accès, c'est au contraire, moi je dirais, le numérique va permettre à plus d'accès, et non pas le contraire. Merci infiniment, merci à vous trois, Lilia Cheniti, Lassane Mesghani et Mejdi Ayari, pour ce brillant échange autour des enjeux de l'éducation numérique, de l'enseignement numérique. Merci infiniment à vous. Merci à vous de nous avoir suivis également. Restez connectés toute la semaine. Vous aurez droit à différents débats, échanges très intéressants sur de nombreuses thématiques, ici au cœur du pavillon de la francophonie. Merci à vous. Merci.